Non, aujourd'hui, on me dit souvent que je suis courageuse. Et j'ai envie de dire aux gens pas du tout, parce que quand je suis sortie de cet examen, j'ai fait une crise de panique terrible. Je me suis effondrée et je me suis dit... Moi, j'ai tout de suite vu la mort. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de tomber malade à 25 ans. Je m'attendais à avoir un jour un cancer, parce que je savais que j'avais une anomalie. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Derrière ses yeux translucides et cette voix douce se cache Fanny. Du nom entier donc Fanny Rosa Viegas, elle a eu un cancer du sein qui l'amène à finalement reprendre ses aiguilles et sa machine à coudre, pourtant mis volontairement de côté depuis des années. De son combat naît Entre nous, sa société de turbans fait main. Une façon d'apporter de la légèreté et du positif à travers ses formes et motifs. Car elle aussi, bien sûr, doit se reconstruire peu à peu, aussi bien physiquement que mentalement. C'est aussi devoir retrouver sa féminité après la perte de sa chevelure et de sa poitrine, la violence du rapport médical, sa soif de vivre, Fanny se raconte. Elle qui d'habitude ne se livre pas facilement, elle nous montre, et sans s'en rendre compte, la force qui l'habite. D'une puissante délicatesse, cette femme, cette dentelle de fer, nous inspire et nous porte avec elle dans le fleuve de sa vie, l'énergie de son cheminement. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Non mais salut Fanny. Salut Lucie. Du coup là on est à Aix-en-Provence, chez ça. toi. Exactement. Il Au fait un soleil. grand ciel bleu. Ouais. Ouais, on est presque au soleil. Non, c'est top. Merci à toi déjà de m'accueillir. Comme je l'ai dit, tu réalises des turbans C'est ça. faits main Exactement. avec la boîte que tu as montée qui s'appelle Entre nous, Oui. suite à donc le combat que tu as mené contre un cancer. Tu as aujourd'hui 28 ans. Un Et peu plus que le quart de siècle, hein, du coup. un peu plus, mais en tout cas, la maladie t'a frappé à ton quart de siècle, Exactement. à tes 25 ans. C'est ça. Et bien sûr, il y a eu toute une vie avant ça. Il y a eu, voilà, ça a été, on va dire, 3 années très éprouvantes pour toi. On va y revenir dessus. Mais déjà, j'aimerais savoir, avant tout, qui était Fanny, donc avant ses 25 ans, qu'est-ce qu'elle a fait, d'où elle vient, quel type de fille, quel type de nana tu étais en fait. Alors, moi j'ai fait des études dans l'art. J'ai commencé dans une école d'art appliqué. Et j'ai ensuite bifurqué vers la mode parce que j'ai toujours été une élève très moyenne. Et je me suis découverte dans l'art plastique et en travaillant de mes mains. Enfin voilà, dans la famille on est assez manuel. Et donc voilà, donc j'ai travaillé dans la mode, j'ai fait des études de couture. Moi je me suis très vite spécialisée vraiment dans la couture. J'ai voulu tout de suite être petite main. Donc Ça s'appelle comme ça. petite main, ouais. J'ai travaillé dans les ateliers de haute couture, j'ai travaillé pour des grandes marques. Et ça se passait très bien, enfin, partout où je passais, c'était toujours super. Je m'entendais avec tout le monde. Après, c'est un milieu qui est assez compliqué. Le milieu du luxe, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'argent, puis finalement, on ne peut pas embaucher les gens. Donc j'ai passé beaucoup de temps en intérim, à galérer, à changer de boulot tout le temps, changer d'entreprise, jusqu'au moment où j'en ai eu un peu marre. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans, 22 ans, voilà, par là. Et donc voilà, en plus c'est un milieu en fait qui me correspond pas. Moi j'aime le travail, j'aime la minutie, j'aime tout ça, mais les à côté du monde du luxe, c'est pas quelque chose qui me correspond, c'est très superficiel. J'ai eu des moments, enfin voilà, on m'a fait perdre confiance en moi à plusieurs moments, c'était pas vraiment super. Les gens n'étaient pas forcément
comme t'aurais aimé qu'il soit. Ouais, voilà, moi je sais que voilà, j'étais en atelier et puis souvent on me disait viens là parce que je suis assez menue, je suis fine et tout, alors on me disait essaye le proto et puis souvent on était autour de moi comme si j'étais un objet et puis on me disait oui mais elle est trop grosse, ça va pas, mais là c'est sain, ça va pas et en fait on me disait faut que tu t'habilles comme ça, faut... Ce pull n'est pas simplement bleu, il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis, en fait il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait que en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Juste être tranquillement derrière ma petite machine et puis non, j'étais confrontée à ce monde superficiel qui me correspondait pas et puis dans ce milieu-là, les gens se donnent de grands airs et tout semble très important alors que ça reste quelque chose de très futile et voilà, ça me plaisait pas des masses. Et du coup, c'est ça, t'as 22-23, qu'est-ce qui se passe ? Et ben il se passe que à cette époque-là, mon petit frère et mon copain se cherchaient un peu. Ils ont décidé tout simplement de monter un petit restaurant ensemble à Paris. Et j'ai commencé en les aidant, tout simplement en faisant des travaux. Après j'ai commencé à faire le service et ça me faisait du bien en fait de quitter, d'arriver dans du concret en fait avec eux. Oui, tu passes de la couture à l'hôtellerie-restauration. Voilà, donc rien à voir. À Paris, oui, parce que du coup tu es de Paris ? Oui, j'ai toujours vécu en banlieue parisienne et donc j'étais à Paris pour les études, pour la couture et puis voilà, donc on a monté un petit resto à côté de la gare de Lyon. Comment ça s'appelait ? Le Petit Bercy, rue de Bercy, tout simplement. Et c'était une super expérience, ça a duré 2 ans. Quand même. Voilà. En plus, on partait de rien. Enfin, mon petit frère avait fait des études dans la cuisine. Bon, il s'était fait virer comme partout. Il s'est toujours fait virer de ses écoles toute sa vie. Enfin voilà, il était doué, mais il n'était pas fait pour les études. Et mon copain, par contre, lui, c'était vraiment... C'était autodidacte, c'était par passion qu'il cuisinait, quoi. Donc on s'est lancé tout jeune là-dedans, sans avoir... Sans diplôme Ah voilà, sans diplôme, on s'est lancé, c'était sans filet, quoi. Le premier service, c'était le stress, l'angoisse, on s'est pas mal entraîné avant, enfin c'était un petit peu chaud quand même. Et puis en fait, ça a été une super histoire, on est voilà, sur les sites comme TripAdvisor et tout, on était très bien référencés, on a eu des super avis, on était dans les 20 premiers sur 12 000 restos à Paris. Enfin, c'était vraiment la très très belle histoire, quoi. On avait des gens qui venaient de Londres pour manger juste le midi chez nous qui repartaient. On avait même eu un DJ américain qui avait parlé de nous dans le Vanity Fair. Enfin, c'était vraiment la super belle histoire, quoi. Ouais, et puis vous étiez tous hyper jeunes. Voilà, très très jeunes. Moi, mon petit frère, il devait avoir 21 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà. Puis après, le monde de la restauration est ce qu'il est aussi. À Paris, monter un resto, c'est très difficile. On a eu pas mal de problèmes avec la mairie pour des choses très, très, très futiles. On avait juste qu'une envie, c'était de travailler. Et en fait, on nous mettait des bâtons dans les roues tout le temps. Donc, on en a eu marre, tout simplement. Et en plus, à cette époque-là, mon papa était malade. Et quand il est sorti de sa maladie, après 3 ans de combat, je me suis dit, il faut qu'il passe leur retraite dans le sud de la France. Et donc avec mon copain, on a suivi mes parents parce que moi je voulais qu'il se repose, je voulais qu'il ait un autre cadre de vie que ce qu'il avait toujours connu. Et donc voilà, donc en fait on a tout quitté. Et grosse décision quand même puisque... Très grosse décision. Je suppose que ça s'est pas fait tout du jour au lendemain, t'as dû quand même... réfléchir à ne serait-ce que partir, comme tu dis, du restaurant. Ouais. Oui, j'avais mes amis, j'avais Quitter Paris. Ouais. Quitter Paris, après nous on en avait un petit peu marre de Paris en lui-même. Enfin voilà, les bouchons, la pollution, tout ça c'est quelque chose où à force c'était assez difficile, on en avait un peu marre. Après voilà, j'ai pris la décision de quitter ma meilleure amie qui je partageais tout mon temps depuis que j'avais 3 ans. Enfin, c'est des choses, c'était difficile. Mais en fait, le cadre de vie du Sud nous attirait quand même beaucoup et on s'est dit, allez, on fonce, quoi. Ça t'a, cette envie d'aller, entre guillemets, mieux avec tes parents, enfin qu'il aille mieux, en fait, ton papa, mais même toi, de se sentir peut-être mieux dans une autre ville, a surpassé, en fait, l'idée de te séparer de tes amis. Alors après, c'est pas l'autre bout du monde. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. On se dit toujours, de toute façon... Mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose, ouais. Ouais. Mais on l'a fait, quoi. On s'est dit, de toute façon, dans la vie, on peut toujours revenir en arrière si ça marche pas. Voilà, rien n'est définitif non plus, quoi. Mais à ce moment-là, t'es comment ? Donc t'as quel âge ? 25 ans à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 25 ans.
Ça fait 10 ans que je suis avec mon copain, donc il me suit. Enfin, même lui, il était limite plus motivé que moi pour partir, etc. Donc, non, on se dit, on va arriver là-bas. C'était assez simple, entre guillemets, parce que mes parents ouvraient un gîte et je savais que j'allais travailler avec eux et que j'aurais le temps de trouver un boulot autre. Donc, et tu savais ce que tu voulais faire ou comment t'étais un peu... J'étais complètement perdue, professionnellement parlant. Je me cherchais totalement, j'avais la déception d'avoir fait des études dans la couture et de ne pas avoir continué, je m'en voulais vis-à-vis de mes parents. Je culpabilisais, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise dans mes baskets quoi, à cette époque-là. Mais après j'avais passé 3 ans auprès de mon père dans son combat contre le cancer. Et je me suis dit, on a tous besoin de repos en fait, et on se mettait pas la pression. Mais est-ce que tu avais cette envie de retourner vers la couture déjà à ce moment-là ? Pas du tout. Pour moi, la couture, c'est quelque chose, c'était sorti de ma vie. C'était sorti de ma tête, quoi. Je me voyais pas retourner dans ce monde-là. Ça faisait des années que mon copain me disait, il faut que tu te lances à ton compte, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça m'énervait. Concrètement, on s'engueulait à chaque fois qu'il y avait ce sujet qui arrivait sur la table parce que je lui disais, mais arrête de me mettre la pression, j'ai pas d'idée, je savais pas ce que je pouvais faire là-dedans. Je voyais pas ce que je pouvais apporter, j'avais la sensation de ne pas avoir eu assez d'expérience dans les entreprises, même si j'ai fait des très belles maisons de couture, mais je me sentais pas du tout capable et incapable, voilà. Ouais, donc simplement. Pas confiance en toi, tu sais pas ce que tu veux et tout ça, donc quand t'arrives dans le sud, donc nouveau train de vie. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? Et il se passe donc que 6 mois après notre arrivée dans le sud, je me dis simplement que je vais passer un examen de routine parce que dans la famille on a des prédispositions génétiques au cancer du sein. Et j'étais suivie depuis l'âge de mes 20 ans pour des mastoses tout simplement, des kystes bénins de la jeune femme, voilà. Et j'étais suivie donc une fois par an et donc je vais faire mon examen de routine, on était en février et là donc nouveau centre de radio, etc. Enfin j'avais l'habitude à Paris. Mais là, je sens tout de suite que le médecin n'est pas du tout sensible à mes antécédents familiaux. Et il me dit non, mais à 25 ans, on n'a pas un cancer. Donc, en gros, j'avais l'impression de l'ennuyer. Donc, je vois qu'il bâcle l'examen. C'était une échographie toute simple des seins. Et il bâcle l'examen. Donc, je ressors de là un petit peu inquiète en me disant ce ne sera pas le centre qui me suivra parce que moi, j'étais très, très sensibilisée au risque, même jeune. Tu te sens pas rassurée quand tu sors Je me sens pas du tout rassurée de cet examen. Et donc je garde ça en tête. Et donc début mai, même pas 2 mois après, je m'allonge dans mon lit, tout simplement. Je me touche le sein. Et là je sens une boule. Et je dis à mon copain, c'est bizarre, cette boule, elle était pas là hier, quoi. Elle était vraiment très volumineuse, quoi. Je me suis dit, on dirait que c'est arrivé du jour au lendemain. Et donc je me dis, je vais chercher un autre centre d'échographie, quoi. Et là, je tombe sur une secrétaire qui me dit non mais on n'a plus de place, on prend plus de patients, voilà. Et en fait, pile à ce moment-là, une femme sort de son local. Elle me dit, moi je vais vous prendre. Enfin, elle a regardé mon dossier, elle a vu que j'avais donc une anomalie génétique. Elle me dit, mais je vais vous faire passer l'examen. Et elle m'a prise entre 2 patients. Et donc on a découvert une masse dans mon sein gauche qui faisait 4 cm, ce qui est déjà très très avancé. Et alors au début, on n'annonce pas à une patiente comme ça, surtout aussi jeune, qu'elle a un cancer, même si les radiologues savent très bien ce qu'ils voient à l'écran, mais... Il y a une sorte de process dans l'annonce. Exactement. Et donc moi, je me suis dit, mais c'est un kyste, en fait. Je sais pas, j'étais dans le déni. Je me suis dit, c'est un kyste comme à chaque fois. Et je suis sortie de là, on m'a dit, va falloir passer une IRM, donc il faut faire un test va savoir si vous n'êtes pas enceinte, etc. Donc je suis sortie de là avec ma mère, on était normal, on s'inquiétait pas. Et donc 2 semaines plus tard, je passe l'IRM, ma mère, et là je vois vraiment les contours de la masse qui sont pas comme d'habitude. Je réalise d'un coup, et donc je dis au médecin, je la regarde et je lui dis, mais donc c'est un cancer, non? Et elle me regarde pas dans les yeux, elle me fuit du regard et elle me dit, on va faire une biopsie, je peux pas vous dire quoi que ce soit, voilà. Donc je suis sortie de cet examen en me disant, j'ai un cancer. Et avec tout ce que ça implique. On me dit souvent, maintenant aujourd'hui on me dit souvent que je suis courageuse.
Et j'ai envie de dire aux gens, pas du tout, parce que quand je suis sortie de cet examen, j'ai fait une crise de panique terrible. J'ai dit à mon copain et à ma mère qui m'avaient accompagnée, j'ai un cancer. Je leur ai dit de but en blanc, sans faire attention à eux, entre guillemets. J'étais en larmes, on a dû s'arrêter au bord de l'autoroute pour que je vomisse, tout simplement. Voilà, c'était vraiment la crise de panique. J'ai vraiment réalisé, j'ai repensé à ma grand-mère qui... Voilà, elle est décédée de ce cancer quand j'avais 6 ans. J'avais juste les souvenirs d'elle en soins palliatifs, chauve dans son lit, amaigrie. J'avais l'image de ma tante qui a eu aussi le cancer du sein, parce qu'elle est atteinte de la même mutation génétique. J'avais l'image de mon père qui sortait de 3 années de combat contre le cancer et qui avait dit après sa première chimiothérapie, plus jamais j'y retourne, c'est impossible, je vais mourir si j'y retourne. Voilà, donc ça a été vraiment l'angoisse terrible. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, et il était en larmes, il savait pas quoi. On était complètement... T'as subi en fait complètement, comme tu dis, c'est pas quelque chose que t'as affronté, tu t'es complètement effondrée. Je me suis effondrée et je me suis dit... Moi j'ai tout de suite vu la mort, pour moi c'était... j'étais très consciente. Je me suis dit, ok, 4 cm sur un sein c'est déjà énorme. T'étais sensibilisée en plus à tout ça, voilà. Comme tu dis, puisque tu t'en doutais, Voilà, c'est ça. Et en même temps, tu veux pas l'accepter. C'est ça, je me suis dit, mais c'est pas possible de tomber malade à 25 ans. Enfin, je venais d'avoir 26 ans, ça faisait un mois que j'avais 26 ans, et je me suis dit, mais non, je m'attendais à avoir un jour un cancer, parce que je savais que j'avais une anomalie, mais je m'attendais à l'avoir au même âge que ma tante, vers 45 ans, déjà c'est très jeune, c'est déjà très jeune. 26 ans, j'aurais pas pu imaginer une seule seconde, quoi. Donc oui, j'ai subi, j'ai été très fataliste, j'ai pensé à la mort, je me suis imaginé comment j'allais répartir mon argent à mes frères, c'était une catastrophe dans ma tête, c'était... Tu te voyais plus là déjà? Je me voyais plus là, j'étais quelqu'un d'assez négatif avant, j'étais pessimiste, donc l'annonce de ce cancer, enfin on l'avait toujours pas annoncé, donc on avait malgré tout toujours ce petit espoir que ce soit pas ça, et puis finalement mon père a voulu anticiper les choses, il a pris tout de suite rendez-vous avec un oncologue, parce qu'il m'a dit il faut pas laisser traîner, à cet âge-là on laisse pas traîner ça, et en fait donc, j'ai eu rendez-vous avec un oncologue avant même de savoir que j'avais le cancer, et avant cette biopsie en fait. Voilà, avant cette biopsie, et en fait quand je suis arrivée dans son bureau, on lui a demandé s'il pouvait avoir les résultats de la biopsie, parce qu'une biopsie c'est long, on attend à peu près 10-15 jours pour avoir les résultats. Et on lui a dit à tout hasard, voilà, est-ce que vous pouvez pas appeler le cabinet d'analyse pour savoir si on a les résultats. Et devant nous il a appelé et on a su que c'était donc un cancer, et je me souviens à ce moment-là que il y avait mon père et mon copain qui étaient là. J'ai plus rien entendu autour de moi, c'était le brouillard total, et j'ai juste entendu vous avez le cancer classique, très agressif de la jeune femme. Voilà, le fameux triple négatif, il s'appelle comme ça. C'est son nom. Voilà, c'est celui que ma tante et ma grand-mère, c'est celui qui avait emporté ma grand-mère, c'est celui que ma tante avait eu. Et on sait que c'est un cancer qui est pas très très bon, parce qu'il n'y a pas tellement d'outils pour le soigner. On a la chimio, la radiothérapie, mais après on n'a pas droit à l'hormonothérapie, on n'a pas droit à d'autres traitements. Donc voilà, je me suis dit, on m'a dit que c'était un stade 3, c'était un grade 3. Et moi j'étais dans le déni encore, et je leur disais non, je veux pas faire de chimio. J'avais mes cheveux longs et bouclés, c'était impossible pour moi à cet âge-là de me retrouver chauve, c'était impossible. Et la chirurgienne qui était dans la salle m'a regardée et m'a dit, je suis désolée, vous allez faire de la chimio. Enfin, quand on m'a annoncé ça, ça a été très 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 dur. Un moment de solitude, voilà. Parce que, donc on t'annonce ça, forcément il faut te préparer à affronter tous les traitements que tu connais très bien, même que tu vas connaître encore mieux après. Est-ce que du coup tout va très vite après, sur le point de vue même factuel avec justement les traitements, mais aussi dans ta tête, comment ça évolue cette annonce de la maladie, cette acceptation, comment tu l'as vu tout ça? J'ai eu, disons qu'après l'annonce, il y a ce fameux examen du TEP scan. Donc là, on cherche à savoir s'il y a d'autres cellules qui sont parties ailleurs dans le corps. Ça a été l'examen le plus dur de ma vie, hein. C'est un examen qui est très long, ça prend des heures en plus. Et donc, tant que j'avais pas passé cet examen, j'étais vraiment très 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 mal. J'étais en pleurs, c'était très difficile pour moi de rebondir à ce moment-là. Tant qu'on commence pas le combat, concrètement, on est vraiment vraiment pas bien. Ce moment d'attente, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Et donc voilà, donc j'ai passé l'examen assez rapidement, et on m'a dit donc que vous avez la tumeur de 4 cm et vous avez un ganglion qui est atteint, mais vous n'avez pas de métastase ailleurs.
Donc ils m'ont dit, on va agir très vite, on va faire une tumorectomie et ensuite vous aurez la chimiothérapie qui va commencer, quoi. Et donc il s'est passé, je crois, 2 semaines. Je me suis fait opérer carrément la semaine qui a suivi. Ok, donc c'est courant été en fait. C'est ça, c'était vraiment... je me suis fait opérer le 1er juillet. Voilà, j'ai eu les résultats fin juin, je me suis fait opérer le 1er juillet. 2016, ouais, cette année-là. Et donc j'ai eu donc l'opération et j'ai eu beaucoup de mal. C'était juste une tumorectomie. J'avais envie qu'on m'enlève le sein, mais mon oncologue de l'époque n'a pas voulu, puisqu'il m'a dit vous êtes trop jeune, on vous ferait une double mastectomie par la suite. Ce qui correspond à l'ablation des 2 seins par prévention, en fait, parce que j'avais presque 100% de chance d'avoir une récidive par la suite, de toute façon à cause de mon anomalie génétique. Donc il m'a dit vous ferez ça bien après, mais là c'est trop frais, vous avez eu l'annonce de votre maladie la semaine dernière, on ne peut pas vous enlever le sein maintenant. Donc j'ai trouvé ça un peu léger, mais en fait quand on est dans leurs mains, on n'a pas le choix et on subit, quoi. Est-ce que ça va, madame? Vous sentez une petite pression sur la peau? Non. Ça fait pas mal. D'accord. Est-ce que ça pique? Non. Non, d'accord. Bon, donc je fais une incision. Ça va? Bon. Très bien. Donc là, on commence les prélèvements. Ça fait un petit peu de bruit, mais vous aurez pas mal. Hein. Voilà. La plupart des jeunes femmes, on leur annonce une maladie qui est un petit peu avancée comme ça. Souvent, on enlève le sein, mais je sais pas, à Draguignan, là où je me suis fait suivre par mon oncologue, c'était pas son truc, quoi. Lui, pas eu le choix. Ouais, non, il était vraiment pour la préservation de l'image corporelle avant tout. Alors, moi je suis quelqu'un de plus radical, à la base j'aurais pas voulu ça, mais j'ai pas eu le choix. Donc voilà, moi j'ai commencé, donc je me suis fait opérer, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais vraiment malade. Donc l'opération était difficile, et j'ai eu un curage axillaire, etc. Et ensuite, le temps de la cicatrisation, je sais plus, du coup, 1 mois après, j'ai commencé la chimiothérapie. Donc, et après, une fois que j'étais dans le combat, j'étais plus la même. C'est là que t'as senti une Fanny transformée en toi? Ouais, oui, parce qu'en fait, je me suis dit... Quand t'as eu ce déclic, enfin, je te laisse continuer, mais c'est juste... Tu as senti cette transformation, mais à partir de quand t'as eu l'impression qu'il y a eu ce déclic en toi? De voir mes proches malheureux... Je me souviens quand j'ai annoncé à mon grand frère, il m'a dit non, pas toi. Enfin, vraiment, c'était. Je me suis dit, mais je leur fais du mal, quoi. En plus de ce qu'on a subi juste avant avec mon père, il venait juste de sortir de sa maladie et tout. Et je me suis dit, je peux pas me laisser aller, quoi. Enfin, puis à un moment donné, quand on se retrouve face à la mort, ça nous fait apprécier la vie d'autant plus. Et je me suis dit, non, le cancer, c'est l'image qu'on en a, c'est vraiment. La maigreur, la blancheur, le fait d'être chauve. Moi je me suis dit mais c'est mort, je veux pas que la maladie me change, je veux pas que le cancer m'atteigne et je veux me reconnaître, je veux garder ma dignité. Je veux pas que les gens sachent que je suis malade parce que j'avais honte d'être malade à cet âge-là en fait. Donc je me suis dit je vais tout faire pour que ça se voit le moins possible. C'était mon seul leitmotiv, c'était ça, voilà. Après c'est difficile parce que forcément quand on perd les cheveux, on perd les sourcils, on perd les cils. Moi j'ai tendance à maigrir très facilement, donc dès les 4 premières chimios j'ai maigri, j'étais vraiment très très maigre. Mais non, je voulais pas que ça se voie, donc dès que j'ai pu j'ai fait du sport. Je me suis dit le sport ça va être ton allié. Mon oncologue m'avait dit si vous faites du sport, si vous transpirez 30 minutes par jour, ça diminue de 50% vos chances de récidive. Donc ça va pas quitter mon esprit depuis. Oui, c'est pas juste instinctif, t'avais peut-être envie d'en faire, mais on vous incite quand même. Ouais, pas tous, je pense pas que ce soit encore quelque chose d'assez courant, même si ça rentre quand même dans les mœurs. Parce que t'es très faible à ce moment-là, oui. Tu l'as dit toi-même, t'as beaucoup maigri. Ah ouais, mais j'ai eu un protocole assez lourd, parce que j'ai eu un protocole de dose dense, donc c'est-à-dire j'ai eu 4 très très grosses chimios, très rapprochées, et ensuite j'ai eu 12 chimios qui ont suivi, 1 par semaine. Ça a duré, juste avoir une idée de ce laps de temps. Le traitement, c'est 8 mois environ. Donc voilà, non, le sport. En fait, moi, j'avais envie d'agir. J'avais pas envie de subir mes traitements. Donc, moi, en fait, j'avais l'exemple de mon père, qui a été un battant incroyable pendant sa maladie. Quand il était en chimio, il rentrait chez lui, il avait le biberon qui était accroché à sa ceinture, le biberon de chimio, donc il restait plusieurs jours
avec la chimiothérapie à la maison. Et malgré ça, il allait sur son vélo elliptique, et il faisait son sport, et je le voyais faire. Et je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi fort, quoi. Et donc je faisais du sport un petit peu avec lui. T'as fait la même chose. Et je me suis dit, je vais reproduire, ouais. Et il faisait pas que ça, il essayait d'être maître de son destin, en fait. Il mettait du curcuma dans ses yaourts, parce qu'on dit que le curcuma, c'est bon pour ces soucis-là. Il avait pris... nous on appelle ça la potion magique, mais c'est quelque chose qui vient du Brésil, c'est de l'aloe arborescens. J'en parle pas souvent parce que les gens nous prennent pour des fous, mais Les plantes, ça aide beaucoup. Voilà, et en fait, bon, ça faut pas le dire aux oncologues, ils aiment pas qu'on prenne des plantes à côté, mais voilà, il a pris ça et il avait eu une réduction de sa tumeur qui était impressionnante. Il y avait une tumeur de 10 cm qui avait réduit de 90%. Donc on se dit, même si c'est un effet placebo, on met toutes les chances de notre côté en fait. Et toi, t'as fait quoi alors ? Et moi j'ai fait comme lui, quoi. J'ai fait du sport après chaque chimio. Enfin, j'ai fait du sport chaque jour. Je m'imposais 30 minutes de sport après chaque chimio. T'allais courir ? Je faisais du vélo ou du vélo elliptique dans ma cave parce que je me sentais pas d'affronter le regard des gens en salle de sport en étant chauve. Et je faisais ça tous les jours et je voulais transpirer. Et quand je faisais mon sport, je me disais, mais je suis en train de... Je me disais, ça aide ma chimio à agir. Et aussi, ça permet de limiter considérablement les effets secondaires, quoi. Enfin, moi, il faut savoir que j'ai la phobie de vomir. Et quand bienvenue au club. Voilà. Donc, quand on m'a annoncé que j'allais faire de la chimio, je me suis dit, je vais mourir, je vais pas supporter. En plus, je suis intolérante à tous les médicaments. Je me suis dit, je vais pas survivre à cette épreuve de la chimio. Parce que, honnêtement, c'est beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements après des chimios. Oui. Non, on se rend pas compte. Hein. C'est un état. Moi, comment décrire cet état ? Après, ça dépend du protocole qu'on a, mais moi, mes 4 premières chimios étaient très très difficiles. Je me souviens, le premier matin, je me suis réveillée après la chimio, je savais même plus comment je m'appelais, je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Et il m'a fallu bien 5 minutes dans mon lit avant que ça me revienne. Et en fait, on est complètement. On est faible, on a des douleurs partout, on a les nausées continues. On a, je sais pas, moi je me souviens même plus des effets secondaires, je pense que mon cerveau a voulu oublier, j'avais le bout des doigts qui était sensible, je perdais un petit peu mes ongles, j'avais une muqueuse qui était complètement irritée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, après on est tous différents, et moi je me suis dit, mais non, tous ces effets-là c'est pas grave, je fonce et je veux continuer ma vie, je veux continuer mon sport. Et bon, il y avait des jours, on va pas se mentir, j'étais au lit et je pouvais pas bouger, mais le reste du temps, je me disais non, je sors, je profite un peu, je vais au restaurant, j'ai voulu tout faire pour rester dans la vie normale. Surtout que t'étais avec donc tes parents et ton copain, si j'ai bien compris, à ce moment-là. Ouais. Mais t'étais loin aussi peut-être d'autres de tes proches. Enfin, tu l'as dit, tu venais d'arriver en fait dans le sud. C'est ça, ouais. J'avais pas du tout le temps de faire des connaissances. Du coup, j'ai vécu ma maladie avec quand même beaucoup de solitude, même si j'étais très entourée par ma famille, mais vraiment très 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 entourée. Hein. J'avais mes frangins qui me passaient des coups de fil tout le temps, qui s'inquiétaient beaucoup. Mon copain était juste incroyable de soutien, quoi. C'était infaillible, quoi. Il ne craquait jamais devant moi, il était au top. Mais c'est vrai que je manquais d'amis. Après, c'est vrai que c'était pendant la période d'été, donc on a la famille qui est venue. Donc j'ai passé les premiers traitements entourés, vraiment. Donc on sortait, etc. Après, la période dans l'hiver, ça a été un petit peu plus rude. Et j'étais très contente de trouver une communauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es mise sur Instagram ? En fait, oui, j'étais déjà sur Instagram, je partageais ma petite vie tranquille. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de montrer sur les réseaux que j'étais malade. D'ailleurs, je l'ai à peine montré en fait pendant toute la maladie. Ou alors je me montrais avec des foulards ou des perruques, donc les gens ne le savaient pas en fait. Je me voyais pas afficher cette vie-là sur les réseaux. Et un jour, je crois, j'ai dû partager une photo de moi sans complexe, de mon petit crâne chaud et de mon copain qui me faisait un bisou sur le crâne. Et à partir de là, j'ai reçu beaucoup de commentaires, j'ai reçu beaucoup de messages privés, etc. Et je me suis rendu compte qu'on était une communauté de jeunes malades qui était en fait énorme. Voilà, c'est dans les hôpitaux, quand on tombe malade à cet âge-là, on tombe que sur des personnes âgées, donc on peut pas faire de rencontres, c'est un petit peu dur d'échanger, on n'a pas la même vision des choses quand on a 80 ans que quand on en a 25.
Et donc voilà, j'ai eu mes premiers échanges avec des nanas de mon âge qui étaient malades comme moi ou qui étaient malades d'autres choses. Et en fait, finalement, c'est à la fin de mes traitements que j'ai commencé à créer des liens très très forts. Et on se quitte plus, quoi. C'est devenu des vraies amies. À l'heure d'aujourd'hui. Ah oui, elles font partie de ma vie. Pour moi, elles sont aussi importantes que mes amies d'enfance. Enfin, c'est des vraies amitiés. Et en fait, on se lâche pas dans le sens où on se tient à bout de bras les unes les autres tout le temps. C'est parce que j'ai la plupart de mes amies qui sont dans le combat et qui le seront très certainement toute leur vie, puisqu'elles ont des cancers qui ont métastasé. Et elles subissent des chimios en continu ou des opérations, des choses très très difficiles. Et on se lâche pas pour rien au monde. Oui, donc t'es beaucoup dans ce monde de la maladie, Ouais. donc forcément avec toutes les choses aussi négatives que ça peut impliquer, Voilà. aussi bien les traitements, mais la perte de certains. Exactement, ouais. Je vis avec l'idée que les personnes auxquelles je tiens le plus peuvent partir, et c'est le cas. J'ai perdu 2 amis très proches depuis ces 2 dernières années. Mais on vit avec ça de toute façon, et le bonheur de les avoir connus, d'avoir partagé des instants de leur vie est supérieur à tout. Enfin, de toute façon, on a tous le même destin. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira, mais il faut profiter de tout et chaque instant. Et il faut s'imprégner de chaque personne. Et moi, mes sœurs de combat, comme on s'appelle entre nous, elles m'apprennent énormément, et c'est des leçons de vie chaque jour en fait. Ça t'a permis j'ai l'impression en tout cas, d'énormément rebondir au-delà de tout l'aspect familial, puis le sport aussi, enfin les choses qui t'ont permis, je pense, de te dépasser aussi bien mentalement que au niveau de ton corps. Enfin, je pense que s'épuiser au sport avec un tel traitement, tu devais quand même chercher aussi pas mal tes limites. Ah oui, c'était... Ah oui. Mais du coup, on en arrive à aussi ce côté qui maintenant remplit bien tes journées, puisque il y avait justement cette dimension, et tu l'as dit, de la perte de tes cheveux, qu'on forcément on associe à peut-être une perte de la féminité. Ouais, c'est ça. Comment en tout cas toi tu as voulu essayer, parce que je me doute que tu as essayé différentes possibilités qu'on propose. Oui, c'est quand on nous donne la liste longue comme le bras des effets secondaires. Il y a donc la perte des cheveux, la perte des cils et des sourcils qui est encore plus difficile, j'ai l'impression, que la perte des cheveux en fait. Mais on se dit, alors on veut garder sa dignité, on veut garder sa féminité. Alors on cherche des solutions, on tombe sur des blogs, on tombe sur des choses motivantes. Alors Est-ce qu'il y a des choses au-delà de ça du coup, désolée de te couper, non, mais par rapport à justement tout ce que tu viens de dire là au niveau des nouvelles inspirations, tu dis on tombe sur des choses, etc. Mais même, je me demandais, pendant ton traitement, tu dis il y a plein de choses qui t'ont aidé, ta famille, tes nouvelles amies, mais là justement, même dans le cadre de la perte de tes cheveux, il y a des icônes un peu, des choses qui t'ont inspiré aussi. Ouais, tout à fait, des filles qui sont passées par là juste avant moi, vraiment l'année d'avant, quoi, et qui ont décidé de partager leurs expériences, et qui ont créé des blogs, et qui ont créé leurs petites entreprises, et qui ont voulu rebondir dans ce milieu de la maladie, parce qu'elles ont connu des manques dans cette épreuve. Et donc on s'inspire de ces filles-là qui sont géniales, qui sont pleines de vie, pleines d'espoir pour l'avenir. Et moi, je me suis dit, je vais essayer d'être aussi forte qu'elles, en fait. Donc oui, j'ai commencé à faire attention à moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me maquiller plus, que j'ai commencé à... En fait, c'est presque au moment où j'étais chauve que j'ai découvert ma féminité, finalement. Donc c'est assez étrange. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre des boucles d'oreilles. Moi, il y a beaucoup de choses que je faisais pas avant. Et j'ai commencé à nouer des... Alors j'ai acheté une perruque comme tout le monde. C'était pas du tout mon truc. C'est la perruque, ça gratte, ça bouge. On a peur quand il y a du vent. On a l'impression d'être déguisé. C'est pas notre implantation de cheveux. On se reconnaît pas. Donc la perruque, elle est un petit peu restée au placard. Et donc je me suis dit, de toute façon, en plus la perruque, ça donne chaud, surtout en plein été. Donc j'ai dit, je vais porter des foulards. Et donc j'ai commandé des bonnets, j'ai commandé des foulards. Et finalement, j'étais toujours déçue quand je les recevais, parce que je me reconnaissais pas. Soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, soit c'était pas confortable, soit ça faisait vieillot. Surtout ça, en fait, c'est que ça fait vieillot, parce que
ces marques-là s'adressent surtout aux femmes de 60 à 80 ans, j'en sais rien. Donc en fait, c'est ce truc de se regarder dans le miroir et d'être toujours seule face à soi-même et de se dire mais je me reconnais pas en fait. Je suis marquée par la maladie, ça se voit. Et donc ouais, à ce moment-là, je me suis dit mais en plus voilà, le truc c'est que on noue des foulards autour de la tête. Et moi qui ai eu un curage axillaire, j'avais des douleurs que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc c'était pas forcément facile, on a la fatigue. Ça correspond à quoi ? Le curage maxillaire. Ouais, le curage axillaire, c'est axillaire. C'est qu'en fait on nous enlève les ganglions qui sont susceptibles d'être touchés par la maladie, donc sous l'aisselle. Et moi, il se trouve qu'on m'avait dit que j'avais le premier ganglion de la chaîne qui était touché. Et donc on m'a enlevé une quinzaine de ganglions et puis finalement il s'est avéré qu'après analyse, j'ai eu la chance que le ganglion ne soit apparemment pas touché. Donc ça a été la très très grande nouvelle d'ailleurs à ce moment-là. Mais bon, voilà, la cicatrice est là et les douleurs sont toujours là quand même. Et donc voilà, donc je nouais des foulards et en fait après j'ai été confrontée aux effets secondaires de la chimiothérapie et dont les bouffées de chaleur constantes. Des bouffées de chaleur de dingue qui te réveillent la nuit et ça te prend la journée n'importe quand. Et donc avec des foulards noués, c'est pas possible parce qu'en fait tu veux bouger, t'es dans ta voiture, t'as une bouffée de chaleur, tu te mets à transpirer, tu veux enlever ton foulard, mais après comment le remettre si t'as pas un miroir devant toi, c'est délicat quoi. Donc on se sent toujours un petit peu piégé, on se sent pas très très à l'aise. Et donc moi je me suis dit mais en fait il faudrait créer des foulards qui s'enfilent quoi, comme des bonnets, mais qui a un aspect sympa quoi, de turban à la mode. Et donc là j'ai eu plein d'idées. Très rapidement, entre guillemets, ce concept est venu à toi, cette idée. En fait ça a mûri tout le long de mes traitements. Et quand je suis sortie de la chimiothérapie et que le brouillard, enfin je sais pas, on est dans un espèce de brouillard. Et que j'ai enfin pu retrouver un peu toutes mes capacités mentales, je me suis dit... là, je vais me remettre derrière ma machine. Alors j'ai mis un peu de temps parce que j'avais ces problèmes de sensibilité au bout des doigts, j'avais le problème des ongles que je perdais. Mais en fait, dès que je me suis retrouvée en radiothérapie, j'ai commencé à me mettre derrière ma machine et en fait, j'ai commencé à coudre des choses que j'ai pas trouvées dans les magasins spécialisés. Donc c'était la première fois que tu te remettais derrière une machine. Voilà, c'est ça. Je ressortais la machine et je me suis dit, mais en fait, je faisais ça juste pour moi. Et puis quand j'ai commencé à aller dans les salles d'attente de radiothérapie, j'avais mes petits turbans sur ma tête. Et j'avais des femmes, mais de tout âge, qui venaient me parler. Et en plus, c'était génial parce que je trouve que ça crée un lien en plus entre les patientes et tout ça. Et donc j'avais vraiment des petites mamies qui me disaient qu'elles trouvaient ça super. J'avais des jeunes, j'avais de tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue, ça peut plaire à n'importe qui en fait. Enfin, même les femmes d'un âge plus avancé veulent aussi rester féminines et coquettes et tout. Et en fait, voilà, je me suis dit, mais en fait, je fais rien de spécial de ma vie, je m'ennuie, je sais pas ce que je vais faire. Et je me suis dit, je vais peut-être essayer de proposer ça. Et là, tout d'un coup, mes doutes que j'avais avant la maladie sont complètement envolés. Et à la base, j'étais pas partie pour créer vraiment une entreprise. Et je me suis dit, je vais mettre ça sur un site et sur Instagram. Et les retours étaient tellement super que finalement j'ai créé mon petit site de A à Z, mon petit logo, tout ça. Et j'ai voulu à tout prix que mon site ressemble à un site de mode classique. Je voulais pas avoir la sensation qu'on aille sur un site spécialisé qui est très triste et froid en fait. Donc, oui, tu embellis en fait le quotidien de toutes ces femmes-là et ça passe par ton site où t'expliques, hein, t'es quand même très honnête et transparente. Faut que tout le monde aille le voir parce que d'ailleurs il est très bien fait et en tout cas t'expliques très bien tout ton le cheminement, ouais. Donc ça c'est arrivé donc très rapidement et donc tu as créé Entre Nous. Voilà, c'est ça, ma petite marque, mais c'est sans prétention quoi, c'est pas quelque chose que je veux développer, en fait quand je suis tombée dans la maladie, j'ai l'impression d'être tombée dans un monde parallèle où j'ai rencontré des gens extraordinaires qui avaient il y avait une bienveillance, il y avait une entraide, ce qu'on connaît pas forcément tous les jours dans la vie, ce que j'ai pas connu dans le milieu de la mode, ce que j'ai pas connu dans la restauration, ce que j'ai pas, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas tomber dans ce monde-là
et continuer ma vie comme si de rien n'était. De toute façon, le cancer, il fait partie de ma famille, il fait partie de ma vie, il fait partie de... Voilà, moi, avec une anomalie génétique, j'ai dû subir l'ablation de mes seins ensuite. À 40 ans, je devrais subir l'ablation de mes ovaires. Donc, je vis avec ça de toute façon. Et je me suis dit, plutôt que de tourner le dos à ce monde-là où il y a tout un tas de gens géniaux qui, des fois, manquent d'énergie aussi parce que qui sont dans les traitements constamment. Je me suis dit, mais moi, je suis sortie de mon cancer avec tellement plus d'énergie que ce que je pensais au tout début. Enfin, moi, j'étais persuadée que je supporterais pas les traitements. Et finalement, j'ai pas vomi une fois. Voilà, c'est des victoires pour moi. J'ai pu faire mon sport tous les jours alors que je pensais que c'était impossible de faire du sport en chimiothérapie. Enfin, j'ai voulu vivre le truc au mieux. Tu t'es donné les moyens aussi de faire en sorte que t'ailles mieux. Oui, c'est sûr. Et voilà, donc je me suis dit, je vais proposer d'être utile. Enfin, je vais essayer d'être utile dans ce milieu-là. Tu l'as dit, au début tu postais sur Instagram, mais tu as tout de suite commencé avec ce principe donc, que tu fais aussi maintenant de collection. Comment tu as trouvé tes tissus, enfin, ça paraît évident en fait quand on voit ton site, que tu as monté ton petit atelier, ta petite boîte, mais tout le process aussi pour justement faire du fait main, c'était pas quelque chose que tu avais fait avant de monter ta propre société, de gérer... Non, mais surtout qu'en plus, oui, j'ai fait des études de couture, j'étais dans des maisons, mais moi je faisais surtout des incrustations de dentelle, je connaissais pas le turban, quoi, donc c'était de l'impro total, de A à Z, hein, que ce soit... la création du logo, la création du site que je fais moi-même, c'est vraiment du fait main de A à Z. Et donc au début je me cherchais, hein, les premiers modèles sont pas dingues, les tissus sont pas fous non plus. Enfin, au début j'ai sorti 3 modèles de turbans et puis finalement ils n'existent plus. Et j'ai fait évoluer après avec les retours des clientes, des premières clientes. Je me rendais compte qu'il y avait certaines... À la base mon concept c'était des turbans féminins, simples à enfiler, qu'on puisse retirer, enlever comme des bonnets quand on a envie et d'avoir un look sympa. Et il y avait certains modèles, je trouvais, qui répondaient pas assez à ça, parce qu'il y avait certaines femmes qui n'arrivaient pas à les mettre, et je me suis dit non, mais il faut que je réfléchisse, il faut que je travaille mon truc et tout. Et puis ça a évolué jusqu'à maintenant, où j'ai vraiment mes modèles phares, et puis finalement j'arrive à me fournir en tissu de mieux en mieux. Je chine un peu les tissus partout, je vais dans les magasins de tissus, je commande sur internet, voilà, c'est un peu tout. J'avais même une amie qui avait fait ramener des tissus du Sénégal pour moi, voilà, c'est de l'improvisation en fait. Oui, c'est petit à petit, il a fallu que tu te renseignes. Enfin, comme tu dis, c'est un cheminement, même pour là. Ouais, c'est un cheminement, ouais. Parce que du coup, donc, tu travailles dans ton petit atelier. Oui, chez moi, tout simplement. Ça fait combien de temps donc maintenant que tu as vraiment créé Entre nous ? Ça fait... en quelle année on est ? On est en 2019. J'ai commencé en mai 2017. Donc voilà, ça va bientôt faire 2 ans. Bientôt 2 ans. Et tu as vu une progression quand même, même au niveau de ta clientèle, enfin comment... parce que même sur Instagram, ça marche quand même... plutôt bien. Oui, la progression a été incroyable. Enfin, en fait, déjà, j'ai eu la chance d'avoir une communauté. En fait, c'était tout simplement mes copines, mes amies du sort de combat qui m'ont boosté, qui m'ont encouragée dès le début. Ça a été mes premières clientes et qui ont commencé un bouche à oreille pour moi, en fait. Et en fait, c'est parti très très vite. Enfin, en fait, ça a marché tout de suite. Ça a marché du moment où j'ai lancé mes premiers modèles, ça a fonctionné tout de suite. Et j'ai pu en vivre très rapidement, en fait, au bout de, je sais pas, de 3 mois, je sais plus. Enfin, et là, la progression est continue. C'est vrai que j'ai la chance d'être très soutenue sur Instagram et il y a un super bouche à oreille qui commence à se faire en plus dans les centres médicaux. Donc ça marche très bien. Enfin, j'ai vraiment de la chance d'être soutenue comme ça, quoi. Et justement, sur Instagram, tu parles aussi pas que de la marque, tu parles de toi, ton histoire. Et notamment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on a dû faire donc ce que tu as dit, l'ablation des 2 seins. Donc à nouveau, tu retombes dans un circuit plus opératoire. Oui, parce que
En fait, déjà, j'ai besoin d'être transparente avec mes clientes, parce que c'est vrai, comme je fais du fait main, j'ai besoin d'expliquer que je suis toute seule. Je suis obligée de l'expliquer constamment, parce qu'il y a toujours des femmes qui comprennent pas que ça peut prendre une semaine avant que je traite leur commande, en fait. Et en fait, j'ai besoin d'être transparente et d'expliquer que là, je suis encore dans mon parcours de soins, en fait, et que de temps en temps, je dois m'arrêter pendant 1 mois, et parce que je suis en convalescence, et ça se passe pas toujours comme on le pense en plus, parce que là, j'ai eu l'ablation des 2 seins l'année dernière avec une reconstruction immédiate, qui s'est plutôt bien passée, mais là c'était quand, il y a 2 mois, on a dû me mettre mes prothèses définitives. C'était censé être la dernière opération, puis finalement ça s'est pas super bien passé, donc je vais devoir y repasser en septembre, et voilà, je suis toujours obligée d'expliquer un petit peu mon parcours, et au-delà de ça... Est-ce que tu te sens forcée à le faire ? Non, comment tu le pas vois ? du tout. Je le vois vraiment, à la base, Instagram c'était un petit peu comme mon journal intime, tout en sachant que je partageais vraiment ce que je trouvais bon de partager, c'est-à-dire que moi je suis vraiment dans un... Je partage pas les choses négatives, parce que je trouve que le cancer ça fait déjà peur. Enfin, du moins tu les transmets, enfin si je peux me permettre, tu les transmets de façon positive. Voilà. Tu parles de tes nichons bancals, ça m'a fait hurler de rire, alors que ça a dû loin de te faire rire au début. Oui, non mais c'est ça en fait. Et c'est pas que je veux édulcorer les choses, c'est que, parce que évidemment quand j'ai découvert mes nichons qui étaient bancals, enfin voilà. Ça c'était il y a quelques mois, donc c'est pour ça que c'est frais. Il y a 2 mois, quand j'ai découvert ça, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ma mère et mon père qui savait pas quoi faire. Et donc oui, c'est ça, je veux pas faire croire à tout le monde que je suis courageuse, je veux juste montrer que oui, il y a des moments difficiles, mais qu'on rebondit, et qu'en fait quelques semaines plus tard on oublie, et qu'il y a... Enfin voilà, c'est pour moi montrer des cicatrices, montrer du gore, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent vraiment tout leur parcours dans les moindres détails. Moi déjà, par pudeur, je me sens pas de faire ça, et je vois pas en fait ce que ça apporte de positif, parce que pour moi, oui, le cancer c'est très très difficile, mais on peut en sortir du positif, on peut sortir du bon de tout ça, donc il faut voir que ce côté-là, en fait. Donc je me sens pas forcée de partager tout ça. À la base, Instagram, c'était voilà, mon journal intime, et là, de moins en moins, parce que je veux pas... En fait, je vis au quotidien aux côtés de femmes qui sont dans le combat, constamment. Oui, de par, en fait, ta création de turban. Voilà, et aussi parce que mes amis sont toujours dans le combat, et donc je trouve ça indécent de me plaindre, ou de parler, ou de m'attarder sur mon parcours à moi, qui est beaucoup moins difficile que ce qu'elles vivent, elles. Et voilà, ça, je trouve que c'est indécent, au bout d'un moment, de parler de ça, de rapporter les choses à soi, en fait. C'est ma vision, hein, c'est ma vision de tout ça. Et donc, moi, voilà, si demain je dois me faire opérer, que je dois faire un choix ou quoi, je vais en parler, parce que je trouve qu'en plus, ça peut inspirer certaines femmes qui sont dans mon cas, ou qui ont une anomalie génétique. Voilà, il faut le rappeler, hein, la mastectomie prophylactique, c'est-à-dire préventive, ça sauve des vies, quoi. Mais vraiment, c'est peut-être barbare, et c'est peut-être radical de se dire qu'il faut se faire amputer des 2 seins pour continuer de pouvoir vivre, mais c'est malheureusement la réalité. Moi, si je l'avais fait avant, voilà, il y a une jeune femme qui s'appelle Laetitia Mendes, qui est un peu notre icône. Elle l'a fait à l'âge de 24 ans ou 26 ans, je sais plus, parce que sa mère était décédée du cancer du sein, et qu'elle ne voulait pas passer par cette étape-là, et par le cancer. Et voilà, aujourd'hui, elle est très heureuse, elle a créé un livre, elle a une association super, et elle fait de la prévention. Moi, je me sens pas non plus d'avoir cette casquette-là je me sens pas de devenir un exemple pour les gens, mais je trouve que partager mon petit parcours à mon niveau, ça peut toujours donner des idées et motiver des gens à faire des choix, en fait. Bah oui, parce que sans t'en rendre compte, tu l'es un petit peu. Et par rapport à cette opération, parce qu'il faut le dire, maintenant tu as retrouvé ta belle chevelure. Alors Ouais. je sais pas si c'est la même qu'avant d'ailleurs. C'est exactement la même. Ça n'a pas changé. Pas du tout. Moi, j'ai de la chance. Il y a des femmes qui n'ont pas cette chance et qui ne retrouvent pas forcément la masse qu'elles avaient, etc. Mais moi, moi j'ai toujours la même touffe, la même touffe qu'avant, bouclée, et les cheveux aussi épais. Non, franchement, j'ai vraiment de la chance pour ça. Donc, Et du coup, tes cheveux ont repoussé et on t'a opéré, tu l'as dit, donc pour tes prothèses il y a quelques mois. Comment tu l'as vécu en fait tout ce rapport médical, alors là du coup pas forcément peut-être que pour cette opération, mais être face à tant de traitements, à tant de docteurs, du personnel médical, avec du recul maintenant, comment tu l'as...
avec du vécu. recul, avec du recul, parce que quand j'étais dedans, moi je suis genre à foncer tête baissée, je suis genre à pas vouloir me plaindre, enfin voilà, T'analysais peut-être pas ce qui se passait. Non, je n'analysais pas. Après avec du recul, je me dis waouh, c'était chaud parce que, enfin, par exemple la fois où on m'a clairement, on m'a vidé les seins, on a gardé que l'enveloppe et on m'a remplacé par des expandeurs, donc c'est des prothèses vides qu'on remplit de sérum physiologique et qu'on va venir gonfler petit à petit. Voilà, c'est assez barbare, mais voilà, je me suis réveillée de mon opération, j'étais presque à plat du coup, j'avais des cicatrices, j'avais plus de mamelons. Évidemment, j'avais essayé de me préparer à tout ça, mais en fait, on n'est jamais prêt. On ne peut pas faire le deuil de quelque chose quand c'est pas encore arrivé. Donc, je me suis retrouvée sur mon lit avec ça. Enfin, l'interne est arrivée, elle m'a enlevé mes pansements sans me prévenir. Elle m'a laissée sur le lit avec ma découverte magnifique de mes seins. Ça ressemblait à rien. C'était une catastrophe. Enfin, moi qui avais toujours adoré ma poitrine et ben là, je me retrouvais comme ça sur mon lit avec des douleurs monumentales. Enfin, pas pouvoir bouger d'un poil. Je pouvais même pas bouger ma tête sur l'oreiller tellement les douleurs au niveau des pectoraux étaient difficiles, quoi. Et en fait, elle m'a laissée comme ça sur le lit, sans rien me dire. Elle m'a pas dit oui, vous inquiétez pas, ça va évoluer, vous inquiétez pas. Rien du tout, quoi, pas un mot. Et l'homme de ménage est arrivé dans la chambre, l'homme d'entretien, pour réparer quelque chose dans la salle de bain. Et moi, je pouvais pas bouger, j'étais en pleurs sur mon lit, quoi. Et là, je me suis dit, mais on n'est pas des animaux quand même. Enfin, je veux dire, même des animaux, on n'a pas envie de les traiter comme ça, en fait. C'est déshumanisant. C'est très déshumanisant. Alors, déjà on donne notre corps, en fait, à ce moment-là, pendant les traitements. Du coup, là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des étapes très très difficiles. Et les chirurgiens sont pas toujours très 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 humains. On peut les comprendre, hein. Je pense qu'ils essayent de se blinder, mais c'est vrai que moi, j'ai une chirurgienne qui fait un boulot magnifique, qui fait des cicatrices sublimes, qui est très professionnelle, mais c'est vrai que je dois admettre que je suis sortie de son bureau très souvent en pleurs parce qu'elle m'annonçait les choses de but en blanc, parce qu'on m'a dit plus d'une fois que j'avais un haut risque de récidive, sans prendre de gants. On m'a dit, on a voulu maintenant des essais cliniques parce que justement j'étais un cas soi-disant assez compliqué. On m'a dit oui, bah vos seins, vous allez perdre 2 bonnets, mais c'est pas grave, vous êtes toujours en vie. Mais oui, bien sûr, moi qui essaye de voir le positif, oui, tout à fait, mais c'est une chose de le dire, après il faut le vivre. Et encore faut-il qu'il ressemble à quelque chose. Oui. Ça peut être 2 bonnets de moins. Voilà, et puis ouais, je me retrouve quand même avec des seins, là, en ce moment c'est un petit peu... j'ai un volume, mais voilà, j'ai des prothèses mammaires qui ont tourné, enfin qui ont pivoté, et il faut que j'attende plusieurs mois avant qu'on puisse me les changer. Et il faut accepter tous ces changements corporels, en fait, l'image qui... Et que ça s'arrête pas, enfin, voilà, c'est ça. Donc j'imagine qu'un jour on va réussir à trouver les prothèses qu'il me faut et que je serai bien avec ma poitrine. Mais là, tant que c'est pas définitif, j'arrive pas à faire le deuil de ma poitrine, en fait. C'est difficile. Mais pour les chirurgiens, c'est un détail, tout ça. Oui, parce que, comme tu dis, ils essaient de se blinder, parce qu'ils essaient de pas non plus trop rentrer dans l'affectif. Oui, c'est ça. Mais il y a une façon peut-être de l'annoncer. Voilà, c'est ça. Non, mais gérer. Juste un petit peu plus de dialogue, ça ferait pas de mal. Ouais, ça, tu l'as ressenti, en tout cas. Ah oui, vraiment. Bah oui, encore récemment, là, il y a 2 mois, je l'ai appelé... Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Enfin, je me reconnaissais même plus dans le miroir. Je lui ai dit, mais vous m'aviez parlé d'un volume précis. Et là, en fait, c'est pas du tout ce dont on avait parlé. Elle me dit, oui, mais pendant l'opération, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Ouais, mais ça aurait été sympa de me le dire avant, avant que je le découvre, quoi. C'est juste, si on m'avait prévenu, j'aurais vécu autrement, je pense. Donc voilà, c'est un peu... Parce que justement, je trouve ça hyper fort ce que tu dis avec tu te reconnais pas dans le miroir, ouais. Dans ton rapport au corps en tout cas. Bon, même si t'as retrouvé tes cheveux, c'est quand même, c'est une partie de toi, on va dire. Il y a pas plus féminin aussi que une poitrine. Mais d'ailleurs, comment ça c'est peut-être aussi un peu plus personnel, mais par rapport même avec ton copain, puisque ça faisait 10 ans, c'est ça que vous étiez ensemble? Ouais, ça fait 13 ans là que... Oui, voilà. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu des moments de doute de justement ton rapport à ton corps, tu t'es sentie peut-être pas forcément perdue pour tes sentiments, hein, je dis pas ça, mais comment tu l'as vécu au sein de ton couple, cette maladie, ce changement radical d'apparence? Ouais, c'est pas évident, il y a beaucoup de couples qui se relèvent pas de tout ça. Moi j'ai la chance d'avoir un homme qui m'aime pas du tout pour mon physique, il m'aime vraiment pour ce que je suis. Et en fait, déjà le jour où j'ai pris la décision de prendre la tondeuse et de me raser la tête toute seule,
voilà, quand je suis sortie de la pièce, je l'ai vu, je lui ai dit que j'étais désolée, quoi. Désolée de lui infliger ça, désolée de... Voilà, à 25 ans, c'est pas normal d'avoir sa copine qui est chauve. Pour moi, j'ai eu beaucoup de moments de culpabilité vis-à-vis de lui, mais pour plein de choses. Je me disais, c'est pas normal d'avoir une copine, là j'ai 28 ans, mais qui ait plus de seins, parce que c'est plus des seins ce que j'ai. C'est pas trop, c'est dur de décrire. Et puis après, il n'y a pas que ça. Moi, je pourrais pas avoir d'enfant naturellement. Nous, pour l'instant, on a fait une croix sur nos projets, parce que de toute façon, j'arrive pas à me projeter à plus de 6 mois. Hein. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre couple. Ce qui n'était pas le cas avant. T'étais quelqu'un globalement qui se projetait très rapidement. Oui, je me projetais en me disant j'aurai ma petite vie, j'avais mes petits plans, quoi. Je me disais on aura la maison. J'ai jamais été pour le mariage, j'ai jamais eu un désir de porter la vie de fou, mais je me disais ça va suivre son cours. C'est dans la suite logique. Quand t'es avec un chéri depuis 10 ans, c'est la suite logique. Et en fait maintenant on n'a plus de suite logique. Parce que la maladie est venue frapper à notre porte à un moment où on s'y attendait pas. Et qu'on a totalement évolué avec tout ça, et lui aussi, hein, même s'il n'a pas été touché personnellement. On fait plus de plans, parce qu'on se rend compte que ça sert à rien de faire des plans, en fait. La vie, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc, on vit au jour le jour, sans se projeter, et c'est très très bien comme ça. Toi, en tout cas, ça te convient? Moi, ça me convient. Lui, j'essaye toujours de savoir si ça lui convient. On parle beaucoup, donc il me dit que oui, donc je l'espère. Après, de temps en temps, j'ai toujours un petit peu de culpabilité par rapport à tout ça. Et je préférerais aussi, de temps en temps, qu'il soit avec une femme plus insouciante. Parce que là, moi... Forcément, ça t'est déjà passé par la tête, ça. Ah oui. Ah ouais, on se dit toujours, il mériterait mieux que ça, il mériterait une femme plus insouciante. J'ai plus une once d'insouciance, donc forcément, c'est un peu lourd au quotidien, même si je suis positive et... Voilà, j'essaye d'aller de l'avant, mais voilà. Parce que d'ailleurs, par rapport même au fait d'avoir des enfants, est-ce que c'est quelque chose que les médecins, je suppose, essaient de vous faire comprendre, tu le dis que tu peux pas en avoir naturellement, mais du coup, bon, peut-être que c'est pas forcément dans tes plans là immédiats, mais c'est quelque chose auquel peut-être, forcément, c'est un nouveau truc qui se rajoute si on te dit, bon, bah voilà, ça va être compliqué. Oui, bah les médecins, moi, mon oncologue, il m'a pas laissé le choix avant de commencer la chimio. Il m'a dit on va faire un prélèvement d'ovocytes, c'est le protocole quand on a le temps. Donc je lui ai dit non, je veux pas. Voilà, j'étais déjà pas dans un désir d'enfant, donc il m'a dit non, mais en fait je vous laisse pas le choix, quoi. Vous allez vous faire des piqûres d'hormones là tous les jours et on va vous prélever des ovocytes. J'ai dit bon bah voilà. Je l'ai fait, j'en ai 9 qui sont congélos, c'est cool. Je me dis que je pourrais peut-être m'en servir un jour, mais donc c'est très bien qu'il l'ait fait faire. Après moi c'est un peu particulier. La plupart des femmes retrouvent leur fertilité sans souci, hein, après la chimio, surtout quand on est jeune. La réserve ovarienne est toujours présente. Moi d'ailleurs j'ai récupéré mes règles le mois qui a suivi mes traitements, donc tout va bien. Je pense que là si j'avais voulu avoir un enfant, j'aurais pu en avoir un sans souci, je pense. C'est juste que moi, avec mon anomalie génétique, j'ai dû me faire retirer les trompes, donc je me ferai retirer les ovaires plus tard, mais déjà les trompes c'était une première étape pour limiter un petit peu les risques. Au moment de tous tes traitements? À la fin de mes traitements, ouais, à la fin de mes traitements. Après c'est une décision, moi, comme je disais, je suis très radicale. Je crois que, voilà, à l'Institut Paoli-Calmette à Marseille, c'est un très grand centre de cancérologie. Je crois que je suis la plus jeune femme à qui on a retiré les trompes et ils n'étaient pas pour. Et j'ai dû limite voir un psychologue, j'ai dû rencontrer des oncogénéticiens, ça a été un parcours du combattant, mais j'ai voulu le faire parce que c'est mon choix, c'est comme ça, c'est très personnel. Et donc moi, si je veux un enfant, j'aurai recours à une FIV, donc avec mes petits ovocytes tout frais. Parce que tu l'as dit, à 40 ans, après, sinon, de toute façon, on doit t'enlever les ovaires. Ouais, dans mon cas, oui, je devrais me séparer de mes ovaires pour éviter un cancer de l'ovaire, qui est en plus un cancer encore plus sournois que le cancer du sein. Voilà, donc je le ferai. Je sais très bien que je ne prendrai pas le risque de les garder. Dans tous les cas, c'est dans un petit moment, et comme tu dis, il y a du temps qui peut s'écouler et d'autres projets peuvent arriver. Mais aujourd'hui, donc, tu es dans ton petit chez-toi à Aix. Oui. Je suppose que, puis tu l'as dit aussi, c'est un autre rythme que la vie parisienne où tu as été. Donc maintenant, tu es focus sur ta nouvelle collection. C'est ça. Il me semble. Oui, exactement. Et ouais, j'aimerais bien un peu que tu m'expliques
le type de rituel que tu peux avoir dans ta journée, au niveau de quand tu es dans ton atelier, comment ça se passe, les journées de Fanny? En fait, c'est tout simple, quoi. Je me contente de mon petit train-train et je demande pas plus que ça. Moi, je m'impose un rythme. Quand on est à son compte, c'est pas toujours facile de se motiver, mais là, moi, je me dis, c'est des patientes qui attendent, enfin, c'est des femmes malades qui attendent leur création. Je connais l'importance que ça peut avoir, donc moi, ça me booste au quotidien. Je suis heureuse de faire ce que je fais. Tous les jours, je suis derrière ma machine, je délègue rien, c'est vraiment... c'est mon petit rituel, je me lève, je regarde mes mails, je réponds parce que je reçois beaucoup de mails adorables. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un vrai échange. C'est ce que je voulais en fait, c'est que ce soit pas impersonnel. Il y a des femmes qui m'envoient des mails, qui me racontent un petit peu leur parcours et qui me disent j'ai besoin de ça. Il y a aussi des femmes qui ont des pelades, qui sont pas touchées par le cancer, mais qui me racontent j'ai besoin de cacher telle partie de mon crâne, etc. Donc je m'adapte à leurs besoins. S'il faut que je fasse... déjà, je fais tout sur mesure. Mais s'il faut que je fasse des commandes personnalisées, c'est avec grand plaisir. Voilà. Pour moi, c'est un service, ça fait partie du sur-mesure. Et donc, je reçois aussi beaucoup de mails de remerciements, et ça, je trouve ça dingue. Je reçois des photos des femmes qui portent mes créations, et ça, c'est un bonheur incroyable pour moi de voir mes créations portées et de voir qu'elles servent, qu'elles peuvent apporter un peu de douceur et de gaieté, quoi. Donc... voilà, je réponds à mes mails et puis... Oui, et puis c'est ça, comme tu dis, en plus, ça marche sans que tu ailles dans des salons, etc. Ouais. Parce que tu dis pas... Là, t'en parles de façon hyper naturelle, mais c'était... Toi, tu te décris comme quelqu'un de timide. Ouais. La timidité maladive, presque. Que je valide pas forcément, mais en tout cas, toi, tu te décris comme ça. Et c'est vrai que... à l'heure d'aujourd'hui, ça te convient très bien, mais c'est vrai que tu pourrais très bien, par exemple, ce qu'on t'a déjà proposé, de participer à différents types de salons ou d'autres... Oui, tout à fait. Tout à fait. On me propose souvent de participer à des salons qui sont vraiment spécialisés dans les hôpitaux, c'est pour les femmes malades et tout. Je l'ai fait une fois, ça n'a pas été une très grande réussite parce que ce jour-là, personne n'est venu concrètement, c'était à Bordeaux. Et en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup de déplacements, beaucoup de préparation pour pas grand-chose. Et je me suis dit, je vais pas réitérer, alors que c'est bête parce qu'il y a des salons qui fonctionnent très très bien. Je pense qu'on y fait des rencontres absolument magiques, etc. J'en suis persuadée. Je suis juste très très... J'ai beaucoup de mal à accepter le compliment directement. Enfin, quand on me l'écrit, c'est pas pareil. Je suis derrière mon petit ordinateur, mais quand on me le dit en face, je sais pas si on peut appeler ça de l'humilité, je sais pas. T'agis dans l'ombre plus. Ouais, c'est ça, dans l'ombre, j'ai pas du tout envie de me mettre en avant. Il y a beaucoup de filles dans ce milieu qui cherchent à... Tu cherches pas à faire du profit? Ah non, pas du tout, c'est pas... Non, parce que je pense qu'on peut être heureux. Il y a, dans ton générique, il y a une phrase... Ouais, alors là, comme ça... Qui dit que l'épanouissement personnel n'est... Oui, c'est un mec qui dit... attends, parce que j'ai tellement en boucle. L'épanouissement personnel ne passe pas forcément par le financier. Par les choses matérielles et financières. Voilà, mais par des passements de soi. Ouais, là, en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est que je me dis, j'arrive à vivre de mon activité de façon très modeste. Et en fait, ça permet juste que je vive tous les jours de l'énergie que je mets dans ce que je fais. Voilà, je pourrais mettre mon énergie à travailler dans un bureau quelconque, mais je le mets dans mes créas et ça me va. J'ai pas envie de développer. Alors, oui, et la preuve c'est ça, parce que souvent en plus je demande aux personnes c'est quoi la suite, oui. Et toi c'est vrai que c'est tout de suite c'est très bien comme ça, et tu cherches pas forcément en vrai, c'est ça, de faire complètement développer non, pas du tout. Cette société. Moi je veux juste que les personnes qui commandent chez moi continuent à être heureuses avec leur créa, en fait, c'est tout ce que je demande. Et puis voilà, si on me demande ce que je veux pour la suite, je veux juste pas tomber malade et continuer d'être en forme, et voilà, c'est tout. Enfin, je demande rien de plus. Et du coup, ça je pense que je l'ai peut-être un peu demandé, mais savoir par exemple, maintenant avec du recul aussi, je pense que tu peux parler de tout ça, mais quels sont les types d'astuces, tu l'as dit, le sport, etc. Mais si par exemple là tu devais vraiment dire à quelqu'un, là à nouveau c'est personnel, hein, c'est par rapport à ton histoire, mais comment faire pour surmonter tout ça,
Toi, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise, en fait, quand t'es tombée au plus bas? Bah, en fait, on me l'a dit, c'est une infirmière qui me l'a dit à ma première chimio, où j'étais dans un état pas possible de stress, complètement angoissée. Pour moi, on allait me mettre un poison dans le corps, enfin, c'était vraiment une angoisse terrible, la chimiothérapie pour moi. Et ce jour-là, l'infirmière est venue dans ma chambre et elle m'a dit « Vous savez, ça peut aussi bien se passer, la chimio ». Mais cette phrase toute simple, ça a changé mon... Et je me suis dit, mais... En fait, elle m'a dit, dans la chambre à côté de vous, il y a un jeune homme de 30 ans qui en est à sa dernière chimio et il a pas vomi et il a très bien supporté. Et là, je me suis dit, mais ah ouais, donc ça peut aussi... Parce que quand on va sur le net, qu'on regarde, qu'on tape chimiothérapie, c'est l'angoisse totale, c'est terrible ce qu'on peut lire, quoi. Donc là, je me suis dit, bah enfin, un retour positif. Et voilà, donc c'est ça, c'est que ça peut aussi bien se passer. Évidemment, ce sera des moments très difficiles, mais après, c'est à nous de réagir comme il faut aussi et de se dépasser. Alors ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu des phrases toutes faites. Ouais, même un peu militaire, quoi. Les gens me disent, ouais, t'es un peu quand même, t'es un peu dur, enfin... Bah non, moi je trouve que la vie c'est un dépassement de soi constant et que si on décide de se lever le matin, de se maquiller, de se faire jolie, de vivre sa vie comme... Voilà. Moi comme je t'expliquais juste avant, je suis migraineuse en plus de ça, moi je collectionne, mais je suis migraineuse chronique et je passe mon temps à surmonter mes douleurs, même au quotidien quand je suis en train de coudre, je veux pas laisser tomber mes clients, donc je continue mon travail, coûte que coûte, je continue voilà, je veux pas que ma vie soit régie par mes problèmes de santé, je veux à tout prix surmonter tout le temps. Et voilà, c'est moi le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est vraiment de pas s'enfermer, quoi, de continuer sa vie comme si de rien n'était, même si elle est plus difficile, mais continuer de sortir, quoi, continuer de faire du sport, se booster au quotidien tout le temps en fait. Et puis voilà, de prendre un jour à la fois, de pas se projeter en fait, surtout pas. C'est ça, prendre les jours comme ils viennent et voilà, pas se projeter parce que c'est évidemment quand on commence un traitement qui va durer 8 mois, si on pense à la fin, on se dit qu'on va jamais voir le bout alors qu'en fait la fin arrive beaucoup plus tôt, enfin beaucoup plus vite que ce qu'on croit, enfin je sais pas, ça passe beaucoup plus vite en fait. Et puis surtout que t'imagines pas tout ce qui peut t'arriver après, enfin je me doute que entre nous serait sûrement pas né s'il y avait eu tout ça. Non, jamais de la vie, hein. J'aurais jamais eu l'idée et c'est ça en fait, la vie est très très imprévisible et je pense qu'il faut réussir à sortir du positif de tout ce qu'on vit, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi ça m'a beaucoup émue tout ce qu'on a pu se dire. Ouais. Je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose, ça fait une petite heure qu'on parle. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ça passe vite. Et en tout cas, ouais, moi je trouve que ça passe très vite, mais si t'avais autre chose à rajouter, ne serait-ce que... Et ça, je viens d'y penser d'un coup là, c'est quelque chose que t'as peut-être pas dit, mais que je trouve que c'est important, puisque tu l'as dit, bon ça, tu fais pas forcément de profit, tu fais des grosses marges en plus sur ce que tu vends, t'es toute seule, et tu verses quand même 5% pour la recherche... donc contre le cancer. Oui. Bah oui, pour moi ça va de soi en fait. Mais c'est pour ça que je le dis moi, parce que je pense que tu ne l'aurais pas dit. Non, je l'aurais pas dit. Bah non, parce qu'en fait, ouais, c'est faire des turbans pour les femmes malades, c'est bien beau, mais si un jour on n'a plus à faire de turbans, c'est encore mieux, donc, ou du moins juste pour la mode, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai conscience de l'importance de la recherche. Ça évolue pas si vite qu'on le dit, hein. Enfin, moi je vois qu'on a toujours la même chimiothérapie que ce que ma grand-mère avait eu il y a 20 ans, quoi. Donc, après il y a des choses, enfin du coup moi je parle, moi j'ai pas eu à subir tout ça, mais ne serait-ce que dans mes proches il y a beaucoup de choses qui ont avancé, même dans l'immunothérapie, il y a des choses, après c'est pas de la chimio, mais ça reste des traitements... C'est très encourageant, hein, et ça donne beaucoup d'espoir. Il faut de l'argent pour tout ça, donc moi tous les jours je pense à mes copines d'amour qui sont en galère parce que voilà, on les met dans des essais cliniques, elles testent beaucoup de choses pour essayer de s'en sortir, et non, mais pour moi je sais que c'est infime ce que j'apporte à la recherche de par mon chiffre d'affaires qui est tout petit et tout, mais pour moi c'est la base de donner ce que je peux, voilà. Ouais, mais je trouve ça important que tu le places parce que quand même c'est vraiment pas anodin, et moi je trouve ça extrêmement chouette. En tout cas, merci beaucoup Fanny, c'était génial et très émouvant en tout cas. Merci à toi de t'être intéressée à ma petite histoire, hein. Tu sais à quel point ça m'a touchée. Merci pour tout, et puis on va aller faire un petit tour dans ton atelier. Oui.
Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Fanny a été illustré par l'incroyable Marine Goyer. Plus connue sous le nom de Aim Your Body sur Instagram, elle propose des dessins personnalisés du corps, qu'ils soient abîmés, en surpoids, sans problème apparent ou autre, afin d'apprendre à se voir tel que l'on est, de beaux corps. Allez voir son travail donc, c'est juste magnifique. Pour cette rare fois, elle s'est prêtée donc à l'exercice du portrait et je t'en remercie encore 1000 fois Marine. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.